Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, chers amis, je crois que c'est un moment fort, ces États généraux de la démocratie territoriale, parce que cela nous permet, à nous tous, élus, de pouvoir nous exprimer sur quelque chose qui nous fait toujours souci, c'est une meilleure organisation de tous les services à tous les niveaux, de l'État jusqu'aux collectivités territoriales, dans un seul but, c'est l'intérêt général, et c'est bien entendu de répondre à ce que souhaite le plus grand nombre de nos administrés et d'utiliser au mieux les moyens dont nous avons la charge, qui sont nos impôts. Je crois que c'est vraiment le souci que nous avons en permanence. Donc, de tout temps, le législateur a eu le souci de s'adapter, d'adapter le fonctionnement de l'organisation de notre nation. Des étapes clés ont marqué ces dernières années des changements importants tels la création des régions ou les différentes phases de décentralisation. Le précédent gouvernement a lancé une réforme renforçant le niveau régional tant au niveau de l'État que des collectivités. La loi qui a décidé de créer le conseiller territorial va être abrogée. Les conseillers généraux et les conseillers régionaux demeureront. C'est un texte qui sera vu à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Ainsi qu'annoncé par le président de la République et le gouvernement, il souhaite une grande réflexion de tous les acteurs pour redéfinir un nouveau fonctionnement et engager une nouvelle phase de décentralisation. Vous avez été destinataire du questionnaire dont nous a fait le commentaire notre sénateur au mois de février, qui portait sur 80 questions, et je crois que toutes les questions, Claude n'a pas fait le listing de toutes les questions qui avaient été posées. Moi, je me réjouis qu'il y ait près de 20 000 réponses, c'est donc tout l'intérêt qu'a suscité donc, ce questionnaire. Donc, Claude m'a demandé d'intervenir sur le statut d'élu. Bien sûr, il s'agit d'un sujet important, d'autant que, comme vous l'avez vu, 89% de ceux qui ont répondu au questionnaire trouvent le statut de l'élu utile ou indispensable. Et d'ailleurs, il y a 46% qui le trouvent indispensable. Et effectivement, je confirme que dans le questionnaire que j'ai rempli moi-même, j'avais noté qu'il était indispensable, parce que tous les citoyens qui souhaitent s'engager dans un mandat électif doivent connaître précisément les responsabilités auxquelles ils devront faire face, mais aussi leurs droits, tant en matière de situation de disponibilité vis-à-vis de leur travail, que de rémunération, ainsi que le droit à la formation. Donc, selon le mandat décroché, que l'on devienne maire, président de structure intercommunale, conseiller régional, conseiller général, je parlerai moins de parlementaires parce que je pense que les parlementaires sont mieux accompagnés que les autres élus, doit permettre à chacun d'acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de sa collectivité. Il faut pour cela une formation initiale. Je crois que dans ce statut des élus, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une formation initiale, on ne dira pas obligatoire, mais qu'elle soit à la portée de chaque nouvel élu. Le statut de l'élu devra également préciser, selon la taille de la collectivité, le niveau d'indemnité, bien sûr, sachant que les élus des plus petites collectivités ont souvent moins de moyens logistiques du fait de leurs moyens de leur collectivité. Il faut donc prendre en compte cette faiblesse qui est compensée par le travail de l'élu. Je veux dire par là que l'on ne peut pas raisonner qu'en termes de nombre d'habitants. C'est vrai que si on disait les élus de moins de 100 habitants ou de moins de 500 habitants ont un droit moindre qu'un élu de moins de 1000 habitants, je pense qu'il y a des seuils à trouver. Parce que ça ne me paraît pas tout à fait juste. J'ai été pour ma part, vous le savez, maire d'une commune de moins de 200 habitants, et quand on a moins de 200 habitants, on ne dispose que d'un secrétariat, et à ce titre, eh bien, on est obligé d'aller chercher bon nombre d'informations juridiques et autres, alors que le maire qui est élu d'une commune de 10 000 habitants a des services juridiques, et donc lui occasionne quand même beaucoup moins de travail qu'un élu d'une petite commune. Donc tout ça doit faire aussi l'objet d'une réflexion de manière à ce que chacun puisse trouver ce qu'il doit savoir. Parce que le statut de l'élu aussi, c'est la responsabilité de l'élu. Et là, il faut aussi établir cette protection juridique de l'élu. Et il faut la définir, parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un élu qui, la veille, est monsieur lambda, le lendemain, il est monsieur le maire, qu'à la première décision qu'il va prendre,
parce que la juridiction, la loi dit qu'il ne pouvait pas prendre cette décision, il peut à la limite se faire sanctionner et du coup décourager complètement l'initiative. Donc je crois que c'est aussi l'intérêt du statut de l'élu. Il s'agit également de prendre en compte une notion de compétence de la collectivité où on est élu. Et je pense notamment maintenant aux communes, puisque un bon nombre de communes font partie d'intercommunalités. Ces communes sont aujourd'hui dépourvues d'un certain nombre de compétences. Du coup, il faut aussi le prendre en compte, puisque à ce moment-là, il faut donner les moyens à celui qui a la compétence, c'est-à-dire l'élu intercommunal. Donc je crois que tout ça, il faut le voir. Et donc, il faut que l'on prenne en compte donc, ce coefficient d'intégration fiscale dans chacune des communes. Je pense que les choses sont un peu compliquées, mais je pense qu'on a des gens qui sont capables de faire cela. Il faut aussi que ce statut de l'élu prévoit la réintégration dans l'emploi pour ceux qui auraient abandonné toute ou partie de leur activité professionnelle. Je crois que c'est un point fort. On voit aujourd'hui parmi les élus beaucoup de fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ont des droits, ont des possibilités d'être dégagés sur leur travail, alors que quelqu'un qui est dans une profession libérale eh bien, a beaucoup de difficultés à pouvoir se libérer. Et s'il le fait, si au terme de son mandat, eh bien, il ne retrouve pas son poste, eh bien, il se retrouve en très grande difficulté financière et de travail. Donc, je crois qu'il faut que le statut d'élu prenne cela aussi en compte. Enfin, il y a un point qu'il faut aussi débattre. Aujourd'hui, la loi sur le cumul des mandats dit qu'on peut avoir un mandat exécutif national et un mandat exécutif local, et que les élus des communes de moins de 3500 habitants sont exclus de ce qualificatif d'exécutif local. Mais je crois qu'il faut que nous réfléchissions, et il faut que nous fassions des propositions, et notamment en ce qui concerne les parlementaires, sur le mandat, et on a parlé souvent d'un mandat d'exécutif national unique. Il faut aussi que l'on prenne en compte les fonctions. Je crois qu'il y a des fonctions qui sont même peut-être plus prégnantes que certains mandats. Et je pense notamment quand on est dans une agglomération, quand on dirige une métropole, quand on est président d'intercommunalité. Je pense que cela, aujourd'hui, n'est pas considéré comme des fonctions, comme un mandat, mais comme une fonction. Et je pense que là, il y a aussi à avancer là-dessus. Donc, je suis assez mal placé pour en parler, puisque moi, je suis à la limite de la loi, puisque j'ai un exécutif local et un exécutif national, mais je crois qu'il appartient davantage à l'ensemble des maires et ceux qui doivent s'exprimer, les conseillers municipaux, les adjoints, et puis même plus largement les citoyens, qui doivent indiquer quelle est la bonne mesure. Cela étant mon sentiment personnel, je crois qu'il faut différencier là la taille des collectivités. On n'est quand même pas aussi pris quand on est maire d'une commune de 500 000 habitants que quand on est maire d'une commune de 500 habitants. Je crois que les choses sont claires, mais toutefois, je crois que c'est un sujet qu'il faut débattre. Pour ma part, je crois que l'expérience d'avoir un mandat local avant d'avoir un mandat national est une bonne chose. Faut-il avoir en même temps les choses se discutent. Alors, j'avais promis à Claude de ne parler que du statut, je ne sais pas si j'ai peut-être parlé des 5 minutes, mais je voulais dire un mot sur l'intercommunalité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc l'intercommunalité, vous le savez tous, du moins ceux qui étaient dans la commission départementale de coopération intercommunale, donc la loi précédente prévoyait un schéma. Ce schéma, dans notre département, a été arrêté. Monsieur le préfet a pris un certain nombre d'arrêtés concernant les périmètres, pas tous, mais les choses vont se préciser. Donc là, sur ce domaine de l'intercommunalité, il n'est certainement pas terminé à ce niveau-là, et je crois que dans notre réflexion, même si aujourd'hui on applique la loi, on est là pour préparer la prochaine loi. Et fort de l'expérience que nous avons eue, eh bien, il faut peut-être y mettre apporter certaines modifications. Voilà. Et d'ailleurs, la loi, le plus gros grief, moi, que je ferai, c'est de nous avoir mis dans un carcan sur des dates fixes, c'est-à-dire qu'à une dite date, il fallait absolument avoir donné un avis, sans pour autant prendre en compte le souhait des communes de vouloir travailler
avant de prendre cette décision ensemble. C'est-à-dire d'aborder, de discuter. Donc tout ce temps n'avait pas été pris. Je crois qu'il faudra, dans cette loi, dire qu'il faudra prendre du temps pour aller vers de nouvelles intercommunalités. Je pense qu'il faut également que dans cette démarche, eh bien, on puisse aussi mener en parallèle à la fois le périmètre d'une nouvelle intercommunalité, mais également de son projet de territoire. Parce qu'il est extrêmement compliqué de définir un périmètre et après dire on définira ce qu'on fait ensemble. Je crois que tout ça doit être pris en compte. Sur l'intercommunalité également, et on l'a vu, Claude l'a présenté il y a quelques instants, le souhait des élus, notamment, de dire les représentants de l'intercommunalité doivent être pris au sein du conseil municipal. C'est ce que j'avais répondu, moi, au questionnaire. C'est extrêmement compliqué, quand on le regarde de près, d'aller flécher qui va siéger à l'intercommunalité sur sa liste, surtout lorsqu'on n'a pas un scrutin de liste, parce que quand on n'a pas un scrutin de liste, quand on a un scrutin de liste, les premiers sont élus. Donc il n'y a pas de problème si les premiers sont fléchés. Par contre, si on flèche quelqu'un, quand il n'y a pas un scrutin de liste, même s'il est second, c'est quelqu'un qui n'est pas très aimé, il peut se retrouver, ne pas être élu. Et du coup, qui va siéger? Donc, je pense que là, il y a quand même des complications. Je pense que le citoyen vote, il vote pour une équipe municipale. Je pense qu'il appartient à l'équipe municipale de désigner ses représentants au sein de la structure intercommunale. C'était mon point de vue. Merci.